Bonjour, je m'appelle Mathis Labbé. Aujourd'hui, on rencontre Normand Genois. J'ai appris que vous avez fait beaucoup de voyages. Où est-ce que vous avez aimé le plus aller exactement? Ben, je vais te mettre je vais te faire un truc avant. Moi, j'aime pas le mot petit. Petit? Tu dis, on va faire une petite entrevue. OK. Alors, moi, j'aime pas le mot petit. Je trouve qu'il faut éliminer ça de notre vie. Parce qu'on reste petit quand on dit tout le temps petit. Alors, il faut Un grand entrevue. un grand entrevue. Ben, en fait, moi, j'ai décidé de voyager, j'avais 30 ans. Parce que quand j'étais plus jeune, on voyageait pas beaucoup quand on était jeune. C'était pas encore. Je vais dire à la mode, là, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, c'était pas la mode de voyager à l'époque, beaucoup. Alors, moi, j'ai commencé à voyager à 30 ans, puis ça n'a pas dérougi après. Je suis reparti toutes les années pendant 40 ans au moins. Puis il y a des fois, je suis parti 2 fois. J'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé dans les centres de ski en Suisse 2 hivers. J'ai habité New York 1 an, j'ai enseigné à New York 1 an, donc j'ai habité là-bas Vous avez enseigné en en éducation physique. éducation Dans physique. une école, pas de gymnase, on enseignait sur Central Park. Un cégep, au primaire. Non, un lycée. C'est le lycée français OK. de New York. Est-ce que vous avez trouvé que c'était une belle expérience de Ah, vie? c'est une magnifique expérience. En fait, c'est que je travaillais pour un poste qui était pour la francisation au niveau international, mais ce poste-là n'a pas été reconduit l'année d'après, parce que je serais retourné encore facilement 1 an. Puis donc j'ai fait ça. J'ai beaucoup été à Paris, j'ai beaucoup été en France, en Belgique, en Suisse. Ça a été mes pays préférés. Puis à un moment donné, j'ai décidé que je prenais le côté de l'Amérique centrale. Donc j'ai appris l'espagnol. Et puis, en fait, j'avais une blonde qui était espagnole, qui était nicaraguayenne, qui est décédée maintenant. Et puis, donc j'ai beaucoup été au Nicaragua. On y allait presque tous les années, ou en tout cas une fois tous les 2 ans, mettons, on allait au Nicaragua. Et puis, j'ai beaucoup été au Mexique après. Moi, je trouve que le Mexique est un des plus beaux pays du monde et tout le monde dit au Mexique, on a peur. On n'y va pas parce qu'on a peur. Mais dans n'importe quel pays du monde, il y a beaucoup de choses dangereuses. Bon, au Mexique, on va où c'est pas dangereux. Puis il n'y a pas de problème. Alors c'est ça. Mais donc, j'ai été beaucoup au Mexique parce que je trouve que c'est une belle civilisation. Je trouve qu'il y a. Est-ce que vous êtes allé là-bas travailler ou vraiment Non, juste pour non, le plaisir j'allais d'aller au juste en Mexique? voyage, oui, oui. Mais moi, j'avais pris l'habitude dans ma vie de quand je partais pour au moins un mois. Parce que je trouve que sinon, tu n'as pas le temps de faire grand-chose. Fait que, en bougeant beaucoup comme ça, j'ai pas eu d'enfant. Je suis resté longtemps célibataire. Et puis après, j'ai voyagé avec mes blondes. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu d'enfant? Hmm? Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir eu d'enfant ou Ben, je regrette pas, mais j'aimerais avoir des enfants quand même. Je regrette pas ce qui est fait est fait? parce que j'ai vécu d'autres choses. Si j'avais rien vécu, je regretterais. J'ai vécu d'autres choses, j'ai vécu des choses intéressantes Moi, je trouve que j'ai eu une des plus belles vies qu'on peut donner à quelqu'un. J'ai eu des bons parents, j'ai eu une bonne famille, j'ai encore mes frères, ma soeur sont encore mes amis. Euh, je trouve que la vie m'a beaucoup donné. J'essaie de redonner moi aussi, là, mais la vie m'a beaucoup donné. Il faut s'en rendre compte, il faut remercier, il faut rendre grâce tous les jours. vous avez un frère qui parle justement aussi espagnol. Vous nous disiez Mieux tout à que moi, l'heure parle que mieux que moi. vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez allé en Espagne. C'est ça? Espagne? Je suis allé au Mexique, je suis allé au Au Nicaragua, je suis allé en Mexique. Espagne Ouais. aussi. Oui, oui, je suis allé en Espagne Est-ce que, quelques fois, est-ce oui. que vous avez déjà fait un voyage avec lui? Non, jamais. Oh oui, je suis allé avec lui, oui, oui. On est allé suivre des cours d'espagnol ensemble au Mexique. Tu nous disais que tu étais chanceux de ton enfance, puis de tes parents qui j'ai l'impression, t'ont donné beaucoup d'amour. Euh, je me demandais, qu'est-ce que tu avais le plus apprécié dans ton enfance? Exemple, le primaire, là on parle de l'école, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses alentour de Ouais, ça. qu'on appelait petite école à l'époque. Petite école, Oui, c'est j'aime intéressant. pas le mot petit, mais c'est la petite école. Ils appelaient ça la petite école. Qu'est-ce que j'ai le plus apprécié quand j'étais jeune? Seigneur, la liberté. Parce que nous autres, on a vécu une enfance libre. Je pense que Aubert peut dire la même chose. On a vécu une enfance libre. Qu'est-ce que tu veux dire par libre?
J'entends par là qu'on faisait ce qu'on voulait. Dans un village, comme moi, j'habitais à Saint-Raymond, qui était un village à l'époque, qui se prenait un petit peu pour une petite ville, là, mais qui était un village à l'époque. Et puis, mais on faisait ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de... Ouais. Tu sais, puis, nos parents, ils nous reprochaient, mais ils nous laissaient aller quand même. Tu sais. Vous laissez faire vos erreurs. Oui, oui. Il y avait des grosses familles, en règle générale. Fait que les parents, on était dehors, puis on était beaucoup en gang. On vivait beaucoup en gang. Hein. On était des gangs de 10, 15, 20 en même temps. Là, tu sais. Puis on vivait en gang. On était toujours, on sortait. Quand on sortait, on s'en allait tout de suite avec la gang. On jouait dans la rue, on jouait à balle, on jouait à n'importe quoi. Mais il y a une liberté qu'on ne retrouve plus maintenant. Si on faisait ce qu'on faisait quand on était jeune, on se ferait arrêter. Si vous faisiez ce qu'on faisait, vous vous faites arrêter tout de suite. Il y a quelqu'un qui téléphone à la police et qui dit « il est fou ». Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On est élevé librement. Et c'est ça que j'apprécie le plus. Non, mais juste bâtir une cabane d'un arbre, à moins que ce soit chez vous, on se faisait des forts dans le bois chez... il y avait des terrains qui appartenaient à un monsieur Langevin, là, et on se faisait des forts comme des Indiens dans les forts, dans la forêt chez M. Langevin, et puis nous, laissait faire. Oui, moi, j'ai commencé à conduire. Mon père avait un petit pick-up, j'avais 12 ans, puis je conduisais le pick-up, mon père n'avait pas de licence. Mon frère avait une auto, puis on travaillait de nuit chez Bourassa, j'avais 17 ans, puis je n'avais pas de licence, je prenais son auto pour aller la nuit, travailler puis revenir. Personne, même si j'avais rencontré la police, ça ne m'aurait rien fait. Non, c'est complètement différent qu'aujourd'hui. Non, mais ça se comprend que ça soit comme ça aujourd'hui aussi. Il y avait moins de véhicules que maintenant. Puis, il y a toutes sortes de choses qui étaient différentes. On n'est pas... je dis juste que c'était comme ça. Donc, moi, j'ai été élevé librement. J'ai été élevé librement à penser librement aussi. C'est ça qui est le plus important. Penser librement. Je n'ai pas été élevé à penser fonction que, comme par exemple, les jeunes actuellement, vous êtes tellement bombardés de publicité que vous ne pensez pas librement. Vous pensez fonction de... Okay. Il y a tellement de publicité partout, c'est fou. Tu trouves ton appareil, il y a 4 publicités qui appartiennent d'un coin, puis il y en a une qui arrive au milieu. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est jouer dans la tête des gens. Puis moi, j'accepte pas ça. Ça me répugne et ça me révolte. Bon, moi, ma famille, tantôt tu dis, tu as eu particulièrement d'amour. Et quand on était jeune, on ne disait pas « je t'aime ». Ça se disait pas. C'est pas compliqué. Fait que mes parents, ils m'ont jamais dit beaucoup « je t'aime », mais ils m'aimaient à leur façon de faire, leur façon de vivre, leur façon de nous donner la vie, de nous apporter tout ce qu'on avait besoin. Parce qu'en fait, nous autres, nos parents, ils font partie d'une génération qui se sont sacrifiés pour nous autres. Puis à peu près toute notre génération, nos parents se sont sacrifiés pour nous autres. Nos mères ne travaillaient pas, sauf pour nous donner tout ce qu'on avait besoin. Nos pères, ils donnaient tout leur salaire à la maison. Mon père, il donnait tout son salaire à la maison, il se gardait 2 piastres la semaine. Mais, donc, ces gens-là se sont sacrifiés pour nous donner du bonheur. Heureusement qu'on était heureux. mais c'est ça, mais je ne sais pas si notre génération refait la même chose. Moi, je n'ai pas d'enfant. je regarde aller ça des fois, puis je trouve qu'en tout cas, côté environnement, on ne l'a pas fait. On n'a pas fait ce qu'il fallait par rapport pour les générations qui s'en viennent. Tu trouves que vous n'êtes pas assez impliqué globalement dans ça? Non, bien, en fait, ce que je trouve, c'est que je vis dans une génération d'inconscients. Donc, les gens se font croire qu'ils sont conscients, de toutes sortes, mais ils sont inconscients. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai l'impression que tu as eu un parcours particulier dans ton travail. Par exemple, tu t'es beaucoup promené pour... tu as été professeur. Oui, particulièrement professeur. Tu as travaillé justement ici à l'école Louis Jobin. Oui. Tu travaillais en tant que professeur d'éducation physique, c'est ça? Je travaillais comme professeur d'éducation physique. On travaillait... oui, on avait une belle équipe. Moi, en fait, moi, j'ai aimé mon travail jusqu'au dernier jour où j'ai travaillé. Puis en fait, j'ai pris ma retraite parce qu'un professeur d'éducation physique, quand c'est vieilli, ça a mal partout.
Ça manque beaucoup de jours, ça manque des semaines. Alors, j'étais rendu là maintenant, j'avais mal partout. J'étais obligé de prendre plus souvent congé que je travaillais, fait que j'ai pris ma retraite. Est-ce que tu as apprécié les moments passés là-bas? Le moment, Les moments passés en tant que toujours. professeur? Chaque jour. Moi, je suis toujours rentré à l'école, et ça, les profs avec qui je travaillais pourront te le confirmer. Je suis toujours rentré à l'école en me disant, de bonne humeur, en me disant, aujourd'hui, je travaille pour ceux qui ont besoin de moi. Ceux qui n'ont pas besoin de moi, là, les bols et les brillants, là, ils n'ont pas besoin de nous autres. Ils sont capables de faire leur chemin. Mais les autres, là, qui ont besoin de nous autres, les autres on travaille pour eux autres, on arrive là pour eux autres. Je ne dis pas que c'est mieux que maintenant, parce que je ne connais pas maintenant. On a eu une époque, en tout cas, qui était pour moi, c'était une belle époque, l'enseignement, parce que on créait des choses, on créait tout, en fait. Et, surtout en éducation physique, il n'y avait rien avant. Moi, je suis arrivé dans les premières générations qui commençaient à enseigner en éducation physique. Fait qu'on créait les programmes, on faisait tout ça. Quelle sorte de programme? Tout ce qu'on fait en classe, on le créait nous autres mêmes, les éducatifs, les façons d'enseigner. Ok. Ouais. On ne le créait pas tout seul, on le créait en groupe. Mais on le créait quand même, on le faisait. Puis, ce qui fait que c'est emballant dans ce temps-là, c'est le fun. Oh oui. C'est positif. Puis on avait des beaux résultats, je trouve qu'on avait des bons résultats. Puis en fait, on a parti tout le sport qui est à Saint-Raymond. C'est nous qui l'avons parti finalement. Vous avez créé l'équipe de football avec Mario Leclerc. Ben, en fait quand les équipes de football ont été créées, c'était Claude Renaud, Mario Leclerc et quelques autres là, qui se sont réunis avec des parents pour dire on part un programme de football. Mais en fait, moi, j'ai été impliqué dans le programme de football comme coach. Donc, ils m'ont demandé si je voulais être coach avec un bonhomme, j'ai perdu son nom de famille, son premier nom, Sainte-Marie, qui venait de Saint-Marc-des-Carrières, qui avait joué du football à Trois-Rivières. Moi, j'avais joué du football quand j'étais jeune à Québec. Et puis, j'ai toujours aimé le football. Alors, Vous avez coaché pendant plusieurs années l'équipe? 12 ans. 12 ans? J'ai coaché. Ah oui, en fait, au début il n'y avait que du juvénile. Moi, j'étais coach d'offensive. Et puis après, il a commencé à avoir... quand le cadet est sorti, là, c'est moi qui me suis occupé du cadet. Donc, je me suis occupé plus longtemps du cadet que du juvénile. Est-ce que c'est un sport que vous avez pratiqué dans votre jeunesse? Oui, c'est un sport que j'ai pratiqué dans ma jeunesse. Oui. Est-ce que c'est pour ça que ça vous a un peu poussé à être professeur d'éducation physique, Ben, en fait, j'ai fait beaucoup d'autres sports quand j'étais jeune, là. par exemple? Du hockey, comme tous les Québécois. J'ai fait de l'athlétisme. Je m'entraînais beaucoup. Je faisais de l'athlétisme, de la course, du sprint, sur en longueur, ces trucs-là. J'ai tout fait ça. Puis de la gymnastique. Gymnastique sur appareil, ça aussi, maintenant, c'est rare. On ne fait plus ça maintenant. De la gymnastique. De la gymnastique sur les appareils, là, bord fixe, bord parallèle, comme on voit aux Olympiques. Mais avant ça, il y avait ça dans toutes les écoles. Moi, quand j'étais enseignant à Saint-Raymond, on enseignait de la gymnastique. Au primaire, on l'a eu pendant un petit bout, mais pas Non, c'est ça. longtemps. Mais ça, c'était une époque où on était plus libre que maintenant. Puis si la gymnastique est disparue, c'est qu'il s'est mis à avoir des plaintes parce que les professeurs touchaient les élèves. Parce que pour aider quelqu'un sur un appareil, il faut que tu le touches. Alors là, il s'est mis à avoir toutes sortes de trucs, des parents qui poursuivaient. Alors, on a sorti les appareils. Ça devenait trop compliqué. Ça a commencé à Montréal, on a sorti tous les appareils. Tu nous parlais de poésie tout à l'heure, puis je me demandais comment c'est arrivé dans ta vie sur la poésie. Est-ce que c'est toi qui es allé la chercher ou c'est vraiment apparu un peu du jour au lendemain? Ah, je ne sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. Je pense que c'est un peu des deux. On va chercher, puis il y a des choses qui apparaissent dans... En fait, moi quand mes images de poésie, je me rappelle... Quand je fais de la poésie, je me rappelle que je marchais dans le bois avec mon père. Puis que la poésie est venue quand je marchais dans le bois avec mon père. Très souvent, je parle de marcher dans le bois dans ma poésie. Ça m'arrive régulièrement. Mais j'ai beaucoup été dans la forêt avec mon père. Mon père marchait des coupes de bois. Alors, j'ai beaucoup été avec mon père dans le bois, des journées complètes à marcher dans le bois. J'étais enfant, grand comme ça. Et puis, mon père s'arrêtait pour un coucher de soleil. Il s'arrêtait pour boire au ruisseau.
toutes ces choses-là. Mon père aimait beaucoup. Il trouvait ça tout très beau dans la forêt. Alors, je pense que ça m'a incité beaucoup. Mais je pense que la poésie est venue de là. C'est venu aussi du fait que moi, j'ai étudié au Petit Séminaire de Québec, puis il y avait beaucoup de Français au Petit Séminaire de Québec. Et puis on nous enseignait les poètes. Alors, j'ai commencé à trouver des poèmes beaux, puis à les relire, puis à dire, bon, mais je peux faire pareil. Mais en réalité, après ça, j'ai enseigné. J'écrivais tout le temps pour moi, tout seul chez nous, j'enseignais. Puis quand j'ai fini d'enseigner, j'ai commencé, là, je me suis dit, bon, mais là, je vais me faire une deuxième carrière moins importante, mais en poésie. Alors, j'ai fait ça. Alors, ce qui fait que j'ai publié la première fois, j'avais 52 ans. Et puis, j'ai pris ma retraite quelques années après, puis j'ai commencé après ça à publier plus régulièrement, puis à aller participer surtout à toutes sortes d'événements poétiques un peu partout. Par exemple? Par exemple, je participe dans quelques semaines à la Nuit de la poésie à Québec. Alors, c'est l'événement poétique le plus important à Québec de l'année. Donc, la Nuit de la poésie, c'est 25 poètes qui lisent à partir de 8 heures jusqu'à l'épuisement. Non, non. En fait, ça finit à peu près à minuit. Mais l'ancêtre de tout ça, t'as des nuits complètes, là, mais que maintenant, les gens ne font plus. Mais non, je participe à ça. On va faire à Saint-Raymond une soirée de poésie le 5 mai avec tous des poètes de la région de Portneuf. Alors ça, c'est moi qui organise ça. Je fais des événements, puis je participe à d'autres événements. Je suis déjà allé au Festival de poésie de Trois-Rivières. Il y a toutes sortes d'événements en poésie qui ne sont pas nécessairement annoncés partout, mais qui se tiennent. Et puis, il y a du monde. Étonnamment, il y a du monde. Étonnamment, il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes actuellement qui font de la poésie. Dans la région de Québec, ici, c'est incroyable le nombre de jeunes qui font de la poésie. J'ai l'impression que vous êtes admiré un peu par ça. Vous admirez un peu les jeunes de notre génération à continuer dans cette voie-là, la poésie. Bien, pas nécessairement dans la poésie, mais dans la création. Création. Oui, je trouve que c'est important. Parce que tantôt, je te parlais de liberté. La création, c'est aller chercher sa liberté. C'est être capable de dire, c'est moi qui vais le faire. Je vais le faire comme je veux. Alors, c'est important pour ça, la création. Alors que si on n'est qu'un exécutant, on exécute toujours la même chose pour quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où tu crées, c'est toi qui le fais. Et ça c'est une partie de la liberté qui est importante. Mais pourquoi la poésie? Est-ce que vous avez pu aller, exemple, dans l'art ou dans bien d'autres choses? Oui, je pense que j'avais, je sais pas, j'avais des possibilités. Je n'ai pas le talent, là, mais j'avais des possibilités. J'aurais pu, oui. En fait, moi, quand je suis allé en éducation physique, j'ai choisi entre deux choses. J'aimais beaucoup l'architecture, j'aurais été en architecture, mais l'architecture designer. Là. OK. Puis, ou éducation physique. J'ai pris, l'éducation physique était le plus facile, je l'ai pris. Pour moi, c'était comme logique. J'avais toujours fait beaucoup de sport. C'est comme si en éducation physique, ils nous attendaient. Vous êtes allé au séminaire de Québec dans votre scolarité. Ça devait être beaucoup différent d'aujourd'hui. En fait, il faut dire les choses. On allait au séminaire de Québec parce que le curé de la paroisse nous envoyait au séminaire de Québec, puis payait nos études. Parce que moi, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer le séminaire de Québec, qui était, à l'époque, qui n'était pas cher quand même, comparativement à maintenant. Maintenant, c'est une école devenue pour les riches. Mais il y avait beaucoup de petits culs comme moi là, au séminaire de Québec, des gens pas très riches, là, qui venaient de familles pas très riches. Et en fait, c'était différent de maintenant, oui, sûrement. Mais il y avait des choses qu'on faisait au séminaire de Québec qu'on ne faisait jamais ailleurs. Par exemple, on jouait du hockey au Colisée. Quand on disait ça à Saint-Raymond, ça devait être trippant. Donc, on jouait du football sur les plaines d'Abraham. Puis on avait tout, il y avait tout un programme. Le séminaire avait, on ne sait pas tout le temps pourquoi, là, il y avait des connexions un petit peu partout. Là. Il y avait des mononcles ministres. Et puis, il y avait des connexions un peu partout, mais en tout cas, ce qui faisait qu'on était capable de... On faisait toutes sortes de choses qu'ils ne faisaient pas ailleurs. Moi, je te dis ça comme ça. On allait voir des pièces de théâtre au Capitole. Il y a plein de choses qu'on faisait
Bon, qu'ils font encore maintenant, mais maintenant, en général, tout le monde fait ça. Dans toutes les écoles, ou à peu près, ils peuvent faire ça. Mais nous autres, à l'époque, il n'y avait rien que nous autres qui faisaient ça. Alors, c'était assez spécial. Puis l'autre chose, c'est que on était à une époque dans le Vieux-Québec où le Vieux-Québec renaissait ou naissait, en fait. Parce que jusque-là, le Vieux-Québec, c'était un... Tu sais, Corée-du-Jouville, c'était des vieux hôtels, des bordels, là, tu sais. Puis à un moment donné, ils ont créé d'autres choses à la place de ça. Puis là, je sais pas, le Vieux-Québec prenait vie, c'était intéressant, tout éclatait. Maintenant, c'est devenu un repère de touristes, un attrape-touristes. Mais à l'époque, c'était pas un attrape-touriste, il y avait de la vie, il y avait beaucoup de jeunes. Tu sais, une fois, j'ai rencontré un professeur avec qui m'avait enseigné au séminaire, puis qui m'avait dit, il reste 8 enfants dans le Vieux-Québec. Alors qu'à l'époque, il y en avait partout, dans toutes les maisons, il y en avait 8 dans une seule maison. En tout cas, moi, je trouve que c'était une vie palpitante, mais j'étais pensionnaire, il faut dire ça aussi. Mais même en étant pensionnaire, je faisais du sport, je m'occupais de la salle la salle des promotions, c'était la salle de spectacle. Je me suis beaucoup occupé de la salle de spectacle. Ce qui fait que je réussissais à me faire une vie là-dedans qui était intéressante, puis où j'apprenais beaucoup. Au séminaire de Québec, est-ce que c'était un lieu très strict? D'une façon, c'était un lieu très strict. D'une autre façon, c'est ça. Quand on était créatif, puis quand on faisait des activités, ça ouvrait tout. Oui. Pour quelqu'un qui fait peu d'activités, c'était un prisonnier. Là. Et pour quelqu'un qui fait beaucoup d'activités, ça nous permettait de sortir, ça nous permettait de sortir avec les équipes de sport pour aller rencontrer les autres équipes de sport. On faisait partie de ligues régionales. Et ça nous faisait donc, quand on voulait avoir des spectacles, quand on allait au cinéma, puis des fois on sortait à cachette. Alors, surtout pour aller au cinéma, il fallait sortir à cachette, parce qu'il n'aimait pas qu'on aille voir certains films, là, qui n'étaient pas des films porno, ni effrayants, là, des films ordinaires. Vous avez été choisi pour aller au séminaire de Québec. En fait, parce que je suis bon en classe. Mais principalement pour ça? Principalement, c'est des programmes plus relevés que... Donc, ils prenaient les premiers de classe. Règle générale, le premier, deuxième, troisième, pour la moyenne de l'année, là. Puis, vous avez 2 frères et une sœur, c'est ça? J'ai 5 frères et une sœur. 5 frères et une sœur. Est-ce qu'ils sont tous allés au séminaire de Québec? Non. Non, mais il y en a... on est 3 qui sommes allés, puis il y a seulement moi qui ai fini au complet mon cours classique. Puis, c'est quoi exactement que ça impliquait le cours classique, comme tu disais? Le cours classique, en fait, ils appelaient ça les humanités. Ça veut dire qu'on faisait du latin, du grec. Oh. Et en fait, c'est la base de notre langage. Et donc, on faisait du latin, du grec, du français, de l'histoire, beaucoup d'histoire. Et puis, un peu de sciences. Très peu, on faisait juste un petit peu de sciences comme ça, un peu d'anglais. Mais le programme était principalement axé sur grec, latin, français. Est-ce que vous avez apprécié d'aller à cet endroit-là particulièrement ou vous auriez choisi... En fait, non, mais j'ai apprécié particulièrement, oui, parce qu'on allait à l'école dans la plus vieille école d'Amérique du Nord. En fait, c'est la plus vieille école d'Amérique du Nord. Donc, on était entre les murs de la plus vieille école d'Amérique du Nord. Et on était entre les murs de l'endroit où la première maison à Québec avait été construite. Tu es impliqué au sein de la maison Plamondon. Qu'est-ce que ça implique? En fait, ce que ça implique actuellement, ça implique pas grand-chose pour moi parce que je suis dans le conseil d'administration, simplement. J'ai été président jusqu'à l'an dernier, c'était moi qui étais président, ça faisait 10 ans que j'étais président. Mais au départ de la maison Plamondon, c'est moi qui étais président, donc c'est moi qui avais fait défendre le projet principalement. Donc, c'est moi qui allais au ministère pour demander des subventions. Donc, j'ai fait ça avec le maire. On faisait ça avec le maire de Saint-Raymond, il était Daniel Dion à l'époque. Et Daniel est toujours venu avec moi au ministère. Donc, on a dû monter un projet. On a fait un cahier de projet et rencontrer les députés,
leur vanter ça, puis leur dire, vous travaillez là-dessus, c'est promis. Et puis, les députés l'ont fait. On a transformé Maison Plamondon, qui était une maison qui était assez maganée, assez... il y avait un mur qui était en ruine. Donc, en fait, on a refait la maison, on a démoli la maison, on l'a refait avec les mêmes matériaux, ou à peu près. Et puis, après ça, on a ouvert la Maison Plamondon, puis depuis ce temps-là, ben c'est ça, il y a des activités à la Maison Plamondon, mais ça fait pas très longtemps, la Maison Plamondon, ça fait 5 ans qu'il y a des activités. 5 ou 6 ans maximum qu'il y a des activités. J'aimerais qu'on en parle un peu plus. Qu'est-ce que ça apporte à la communauté, la Maison Plamondon? Ben, en fait, ça apporte à la communauté, ça apporte la culture à la communauté. Et quand on parle de culture, souvent on charrie ce mot-là. Quand on parle de culture, on parle de la culture, c'est tout ce qu'un milieu est. Tout, le moindre chose qui est dans notre milieu, ça fait partie de la culture. Alors nous autres, ce qu'on veut à Maison Plamondon, c'est faire comprendre aux gens que la culture fait partie d'eux. Puis finalement, c'est leur histoire. Puis on travaille beaucoup avec le patrimoine, ça fait partie de notre mission de travailler avec le patrimoine. On fait des choses, en fait, qui ne se font pas ailleurs. À la Maison Plamondon, on va aussi dans les écoles. Par exemple, l'an passé, avec des groupes de préscolaires dans notre activité, tout le monde est allé visiter l'orgue à l'église. Donc, mais nous autres, quand on était jeunes, on allait toujours à l'église. Alors, un orgue, c'était un orgue. Mais maintenant, les jeunes n'ont jamais vu ça, un grand orgue. Alors, à l'église de Saint-Raymond, il y a un grand orgue. Et on est allé les jeunes sont allés visiter l'orgue, l'organiste était là, ils peuvent jouer. Donc ça fait partie d'une activité qui éveille les jeunes à la musique. Est-ce que l'environnement, ça vous préoccupe? Oui, énormément. Énormément. Moi, je pense tous les jours à l'environnement. J'essaie de faire ce que je peux par rapport à l'environnement, mais je trouve que notre société a abandonné. Ben, honnêtement, je trouve que notre société a abandonné. Moi, si j'étais jeune, je serais dans la rue pour contester parce que ça n'a pas de bon sens comment on s'en va. Mais il y a eu quelques mouvements récemment par rapport à ça. Là. Oui, il y a quelques mouvements. Il y a eu les mouvements du vendredi aussi là, dans les écoles. Mais il faudrait que ça soit immense, il faudrait que ça soit gros et... parce que... Ou autrement, je ne sais pas. Mais actuellement... en fait, nos dirigeants, ils dirigent par rapport au vote. Puis quand ils sont pour avoir des votes, ils ne changent rien. Fait qu'ils ne changent rien. Ils ont les votes comme ils veulent. Ils ont qu'à donner un petit chèque de 600$, puis ils ont les votes. Alors, c'est clair qu'on s'en va dans le mur, puis le mur, on est rendu dans le mur. Là. On a le nez collé sur le mur, on essaie de continuer de foncer, puis ça ne marche pas. Alors moi, en tout cas, je suis triste par rapport à l'environnement, puis je sais pas, j'ai peur pour les jeunes. Ça me fait peur, parce que moi, je serais parti, j'ai 17 ans, je vais être parti. Mais les jeunes qui restent, puis les autres générations après, ils vont vivre comment dans tout ça? Qu'est-ce que ça signifie pour toi de vieillir? De vieillir? Ben, en fait, honnêtement, là, si je veux être honnête, ça me dérange. Je trouve ça un peu... ouais, je trouve ça un peu heavy metal. Vieillir. Et puis... mais ça fait partie de la vie. Mais je trouve que... En tout cas, je trouve que jusque-là, j'ai jamais arrêté de faire des projets. Puis j'ai encore plein de projets. Ça arrive, ça n'arrête pas. J'ai 10 projets par jour. Je ne les fais pas tous, évidemment, mais j'ai toujours des projets dans ma tête, des projets pour la Maison Plamondon, des projets pour ma vie, des projets pour la poésie, et puis des projets pour la maison. Et puis, je me dis, tant que j'ai des projets, j'ai encore la jeunesse en moi. Parce qu'on a un avantage, les vieux, on a un avantage sur les jeunes. C'est que nous, on a la jeunesse en nous, et vous autres, vous n'avez pas la vieillesse en vous.